est très heureux de t'accueillir. Pierre, est-ce que du coup, si tu es là, Joran, tu veux bien faire la technique. Et du coup, bah, voilà, tu as fait la fonction de ramasse-miettes pendant nos journées. Et puis, on t'a proposé de mettre ton savoir de chercheur un peu en écho avec ce qu'on a travaillé. Est-ce que tu veux nous présenter un peu de quoi tu veux nous parler? Eh bien, merci encore une fois, je l'ai déjà dit, bon, écoute, je ne vais pas le répéter, mais c'est avec une autre casquette que je dis merci. En fait, finalement, moi, vous me permettez d'être dans une bande. Voilà, alors, il y a la vôtre, mais moi, ma richesse, c'est mes copains et mes copines. Et je voudrais vous présenter justement un homme et une femme qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, qui auraient très bien pu y être. Il s'agit de Jean-Christophe Camps et de Carole Rieussec, qui sont des amis du duo de musique électroacoustique les Christophe Carole, et dont je viens d'apprendre que certains ici les avaient croisés à Radio Libertaire. Donc c'est un duo de musique électroacoustique qui ont un pied à Montreuil, un pied à Frontignan. Qui sont des gens qui donc pratiquent un certain type de rapport au sonore. Alors pas seulement à la musique, et encore moins à la musique écrite telle que par exemple on vient d'en avoir une merveilleuse présentation, mais qui dans la même ère historique, qui est celle et qui est né avec le second conflit mondial, et puis juste après avec Pierre Schaeffer, qu'on appelait la musique concrète, eh bien, ont développé, comme beaucoup durant leur génération, un rapport à la musique qui est fait à la fois donc, de musique électroacoustique, de rapport au sonore, je dirais au sonore le plus pauvre, au sens presque de povera, mais qui également travaille avec des paroles enregistrées, avec des objets sonores, avec du théâtre sonore, également donc un travail acousmatique, mais aussi avec de l'improvisation. Avec alors des musiciens proprement dit, des musiciens de free jazz, et surtout ce sont des gens qui vont mêler alors avec beaucoup d'humour. Vous le verrez dans une toute petite vidéo que je vais vous montrer un petit extrait, ce qu'ils peuvent faire. Ils ont tout un travail aussi de musique, de travail électronique, du son, mais toujours dans une perspective qui est très poétique, au sens poétique, c'est-à-dire d'essayer d'ouvrir le sonore en permanence, essayer de retenir au maximum, voilà, ce son veut dire ça, ce son veut exprimer ça, etc. Donc comment est-ce qu'on peut ouvrir le sonore, et comment est-ce qu'un son peut faire venir d'autres sons, et comment un son peut interpréter un autre son. Voilà, uniquement cette chose-là, non pas par une sorte de mécanique aveugle qui dirait bon, ben, on produit du son et puis peu importe ce que c'est, une sorte de déshumanisation ou de désanimalisation du son, mais qui est tout simplement au contraire plutôt de laisser dans un esprit tout à fait libertaire et anarchiste la possibilité à la rencontre sonore de pouvoir se faire, tant eux comme oreille ou membrane à piquer le son de l'instant, mais aussi comme membrane qui peut aussi la retransmettre dans des... voilà, alors ça peut être dans des concerts, ça peut être dans la rue, ça peut être à n'importe quel moment dans une écoute au casque, etc. Voilà. Donc Jean-Christophe Camps et Carole Rieussec sont aussi des militants, des activistes. Carole Rieussec, sur le site de la revue Revue et Corrigée, anime une émission féministe avec une collègue qui s'appelle We Water, qui est à partir du son. Jean-Christophe Camps, lui, j'évoquais donc ses émissions il y a quelque temps déjà sur Radio Libertaire. Et par ailleurs, bon, mais voilà, ils ont avec d'autres monté une coopérative intégrale du bassin d'Auto du côté de Frontignan. Voilà, pour dresser un peu le portrait. Alors, ils font également des vidéos-poèmes avec leur ami Jérémy Schneider. Et je voudrais qu'on regarde la petite vidéo où il se présente. Alors, c'est déjà, alors lui, celui que vous allez voir là, c'est
Voilà, c'est lui. Alors, c'est Jean-Christophe, bien sûr, Grimet. Ils ont fait ça un peu version FR3, INA, d'il y a 30-40 ans. Voilà, ben, tu peux le lancer. En province, dans cette charmante bourgade de l'Hérault, Frontignan, connu pour son muscat et son beau vivre, mais aussi pour ses musiciens, à partir de sons minutieusement ébahis. Rendons-nous immédiatement dans leur atelier et voyons ce qu'ils sont en train de manigancer ce matin. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, allons-y. Après cette promenade épatante à travers le centre-ville, nous voici arrivés devant l'atelier des artistes. Oui. Oui. Entendu. Au revoir, je transmets. C'était le producteur, car les artistes ont une musique à rendre pour ce soir et il leur met la pression. Alors bonjour, bienvenue. Je vais vous demander toute votre discrétion parce que les artistes sont en plein travail. Chers amis, allons-y. Mais que font-ils? Quelle atmosphère, quelle concentration, quelle vibration. Dans leur regard perçant, on décèle déjà la préparation d'une grande œuvre. Sur les étagères, leurs instruments et leurs équipements sont consciencieusement rangés, étiquetés. Une précision qui témoigne de leur exigence innée. Des objets rapportés du monde entier, collectés lors de leur tournée triomphale. Ou bien offerts par leurs fans, qui sont nombreux et nombreux. Un instrumentarium extraordinaire. La seule vue de ce musée du réemploi nous confirme leur démarche novatrice et révolutionnaire. Le travail commence. Les compositeurs, les compositrices composent généralement depuis une page de papier musique blanche. Mais eux, les Christophe Carol, remettent tout le système musical en question et partent d'une feuille transparente. Une feuille très particulière qu'ils font venir spécialement de New York. Il n'est pas encore 9 heures, et déjà, ils révolutionnent l'écriture musicale. Après eux, l'art sonore ne sera plus jamais le même. Voyez, ils ont installé une guitare. Très certainement, ils vont composer un concerto pour guitare. La guitare est un instrument fondamental dans leur parcours musical. Il faut se souvenir que dans leur jeunesse, ils ont eu la chance de rencontrer et de jouer avec cet immense guitariste de blues du Delta qui était Robert Johnson. Quelle minutie! Quelle précision dans l'installation des microphones! Jamais il ne confie cette tâche à quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression qu'ils sont prêts,
Ne les dérangeons pas plus, ne faisons pas trop de bruit, laissons-les nous réjouir les oreilles, et je dirais, à vous les maestros. Proche de vite ces câbles au sol! Nous assistons à une démonstration de leur exigence. Bon, alors écoutez, j'arrête là la blague. C'est vrai que moi, ce que j'aime surtout chez eux, c'est qu'ils ne se prennent pas au sérieux. Par contre, ce qu'ils prennent au sérieux, c'est d'abord, c'est les sonorités qu'ils vont pouvoir parfois aller pêcher. Voilà, un des exemples, c'est voilà, un jour, Carole s'assoit sur un banc à San Cristobal, dans le Chiapas, et prend du son. Voilà. Et ça donnera après un de leurs disques. Et à travers le son, je le disais hier, c'est tout un monde et c'est toute une singularité, toute une tonalité qui peut venir. Et pour eux, le plus important, c'est de pouvoir accueillir cette tonalité, voilà, cette singularité, et de pouvoir surtout la redéployer. C'est pas, ils veulent pas l'encapsuler. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ensuite elle puisse faire son chemin, en sachant que si il y a de la singularité qui fait son chemin, elle est impalpable. Ils peuvent pas en décider. Ils ont été là comme des gens qui sont des passeurs de son. Ce ne sont pas des porte-paroles, ce sont des offreurs de possibilités de faire passer la parole ailleurs. Voilà. Je dis parole, je devrais dire son, hein, précisément, parce qu'il n'y a pas que des mots. Et il faut savoir que voilà, mais quand ils peuvent avoir ce registre-là, très tatillesque, hein, et en même temps, bien par exemple, ils vont, un de leurs grands chantiers, c'est de faire une bibliothèque de rêves. C'est-à-dire qu'ils vont collecter dans le maximum de langues possibles des rêves, en gros, à quoi les gens ont rêvé. Voilà. La nuit, hein, au sens. Et ce sont des rêves, par exemple, qu'ils vont récolter un peu partout dans le monde lors de leur voyage, mais aussi en France. Et par exemple, eh bien, ils ont beaucoup travaillé, d'abord en tant que bénévoles et militants, mais en tant aussi que preneurs de son à Calais, dans la jungle de Calais, par exemple. Voilà. Ils travaillent aussi avec, voilà, quand il faut aller faire une grève devant le centre de rétention à Sète, ils y vont. Voilà. Et excuse-moi, quand tu parles de restitution des sons, j'ai pas bien compris du coup si à quels endroits est-ce que ces sons sont restitués, c'est-à-dire il y a des occasions particulières, c'est des concerts, c'est oui, diffusion, enfin. Il peut y avoir des concerts, il peut y avoir, je disais, des séries d'écoute au casque. Souvent, ils le font dans des endroits où les gens viennent s'asseoir comme ils veulent. Et puis, bon, on a des casques et on écoute. Et selon l'ambiance, ils font des montages en permanence, ils font des plateaux, comme ils disent. Ils ont également fait un double disque absolument magnifique qui s'appelle World is the Blues, et où ils sont d'ailleurs revenus à la forme du blues, précisément, mais à partir de paroles, de paroles de personnes migrantes, avec qui ils sont par ailleurs en contact, hein, mais voilà, qui ont été réécrites par un écrivain, mais réécrites au sens de... c'est pas du tout inventé, voilà, hein, c'est juste replacé dans certains cadres, mais c'est tout. Voilà. Donc, ils peuvent faire ça, et puis ils peuvent faire donc d'autres types de musique que je vais vous faire entendre. Ce rêve se répète, se répète, se répète, se répète, se répète, qui se répète, qui se répète, se répète. Je le vois souvent. Je vois un de mes amis qui était mes proches amis, tué, mort. Malheureusement, c'est un ami qui a été mort à cause de la guerre dans mon pays. Alors, je le vois souvent, je le vois dans un rêve, me dire que revenir à moi, me dire qu'il était en voyage, maintenant il est revenir, et il n'est pas mort, c'est pas vrai. Et il me dit, je suis là, c'est pas vrai, j'étais en voyage, je suis pas mort, et on peut continuer notre vie, on va faire les mêmes choses et s'amuser fort, et bien, ne t'inquiète pas, les choses sont bien, mais ce bizarre, c'est que
à l'intérieur du rêve lui-même, je vois, je dis, je sais que c'est un rêve, je sais que je suis en train de rêver, que tu es mort, et ce n'est pas la réalité. À l'intérieur du rêve, je parle avec lui, je lui dis que tu n'es pas vrai. Donc, on avance un peu. Et là, c'est un extrait qui est issu d'un texte de Walter Benjamin sur le rêve. Les reflets imaginaires des choses tombent en claquant sur le sol. Ce sont les feuilles pliées en accordéon d'un album intitulé Le Rêve. Les reflets imaginaires des choses tombent en claquant sur le sol. Ce sont les feuilles pliées en accordéon d'un album intitulé Le Rêve. Voilà. Donc, alors, ils ont un site qui s'appelle christophe-k-roll.net. Voilà, si vous voulez aller écouter ou voir les œuvres dont je viens de passer un extrait. En fait, ce que je voudrais là aujourd'hui, puisque bon, en plus on est dans la fin de l'après-midi, il faut qu'on coupe un peu. J'aurais bien aimé parler un peu plus, développer un peu plus leur œuvre, mais on pourra le faire une autre fois. J'aurais faire des liens par rapport à ce qu'ils font avec justement ce que la musique a pu ou la sonorité a pu nous donner ces jours-ci. En fait, la musique concrète, je dirais, pourrait partir d'un adage. C'est l'adage de Pierre Schaeffer, c'est quoi essayer de chercher le sonore. C'est essayer d'isoler le son de sa cause. Voilà, le son sans sa cause, c'est ce qui est donné à percevoir, à ressentir, à recevoir. Et c'est la chose la plus difficile. C'est-à-dire que quand on entend une cloche, on n'entend pas une cloche, on entend un son dont l'origine physique est une cloche. Et immédiatement, il y a tout un monde autour de la cloche qui vient et qui évidemment, nous apporte beaucoup de choses. Mais l'idée, qui est très phénoménologique, c'est de dire comment est-ce qu'on peut amaigrir le plus possible de toutes les représentations qui immédiatement nous coupent un peu le chemin à la singularité, pour pouvoir accueillir la sonorité en tant que telle. Et c'est pour ça que j'aurais dit, ce qu'ils font, eux, c'est une sorte de pratique sonore. C'est-à-dire que leur but n'est pas de... Ils jouent sur les sons, évidemment. Bon, un son de guitare va donner un son d'autre chose, une voix va donner plus qu'une autre voix, mais leur but est précisément de leur dire, mais reste au plus près du plus nu. Le plus nu, évidemment, le plus nu de la condition de cet homme qui dit que dans son rêve revient cet ami qui est mort. Voilà. Mais comment arriver à être là sans en rajouter? Vous évoquiez tout à l'heure, monsieur, le fait de je ne vais pas en rajouter dans le pathos pour expliquer le silence. Oui, et pourtant le pathos y est. Mais qu'est-ce qui fait que justement en rajouter trop, c'est hors de propos, obscène? Voilà. Comment est-ce qu'on peut arriver à cette maigreur qu'en psychothérapie institutionnelle on appelle le paraître du retrait et qui consiste à se tenir là au plus proche du lointain de l'autre? Bon, eh bien, le geste de ces amis sur le registre du son, c'est d'aller au plus proche de l'autre lointain, mais l'autre lointain peut être là à l'autre bout de la rue. Ça peut être l'un ou l'autre pour l'une et l'autre alors qu'ils se connaissent depuis plus de 30 ans. Mais comment redonner à l'autre son statut de lointain, d'étrangeté, et non pas d'étranger, comment le donner et permettre, à partir de là, de redéployer du proche et du lointain, vraiment là pour le coup une véritable dialectique. Et l'idée c'est que là-dedans, en fait, ce qui se libère, c'est pas seulement le son, mais c'est aussi la chose en elle-même, c'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive à défaire le son, c'est-à-dire le signifiant, eh bien, c'est aussi la chose elle-même, le réel, qui arrive à se détacher de la réalité qu'on plaque un peu dessus.
Donc la dimension d'étrangeté, de singularité gagne. Ça va plus tellement de soi que ce son-là est lié à une cloche. Ça veut donc dire qu'une cloche, ça va plus seulement de soi, qu'elle soit faite là pour sonner comme on attend qu'elle sonne. Il y a quelque chose un peu d'un préjugé, je ne sais pas si c'est le bon mot, qui s'estompe. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un préjugé qui s'estompe contre le ça va de soi de l'autre. On a suffisamment parlé du ça va de soi hier matin pour que j'insiste pas dessus, mais voilà, ce qu'il y a de commun entre la praxis psychiatrique et la praxis artistique, c'est ce travail par rapport au ça va pas de soi. Et également, ce que ça libère aussi de l'autre côté, c'est nos esgourdes à nous, c'est-à-dire que quand on entend un son, on se sent beaucoup plus libre de pouvoir y entendre Dieu sait quoi. Voilà, des fois même on n'y entend plus rien. Voilà, et il y a toujours ce moment un peu d'effarement. L'effarement est plutôt de l'ordre de la voix qu'on projette, mais il y a aussi ce moment-là où ce son qui nous parvient est un son le plus désarticulé possible. Voilà. Alors là, si vous voulez, je mets quelques petits titres, faute d'y mettre un contenu, mais j'aurais dit que à partir de là, leur but consiste à, par rapport au son, à greffer de l'ouvert sur le sonore. Voilà, le son n'est plus enrégimenté dans une signification. Le langage, le sonore comme langage, n'est plus quelque chose qui va délivrer un message. Voilà. Et donc là-dedans, dans lequel le son devrait correspondre à une information, etc., la moins remplie de bruit possible, etc. Pas du tout. C'est une conception du langage qui ne se limite plus à la communication. C'est qu'est-ce que c'est qu'un langage qui va plutôt nous pénétrer notre être, si on a un vocabulaire un peu traditionnel, mais tout simplement nous permettre d'habiter un monde dans lequel les sons sont une dimension aussi libre qu'une autre. De la même façon que pour vous, c'est la folie qu'on essaye de libérer. Parce que la folie est une des dimensions, une des pellicules du monde sans lequel le monde est immonde. Voilà. Eh bien, le son, vous nous avez montré, c'est que ça pouvait être quelque chose de cet ordre-là. Alors, en disant cela, j'insiste bien, le son, on pourrait dire ainsi que le silence, parce que le silence appartient à la dimension du son. Vous avez suffisamment dit que le son, ce n'était pas le contraire du silence. On pourrait dire que c'est son négatif, mais pas au sens où c'est le contraire. C'est le négatif, c'est toujours le caillou dans la chaussure qui fait que on marche, on boite toujours un peu, et c'est tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on ne s'habitue pas au chemin, et que le chemin continue de se faire en marchant. Eh bien, je dirais que le son, c'est pas uniquement le matériau du langage, voilà, déjà, et d'une, c'est pas non plus le substrat du langage, pas seulement, on l'a vu, c'est le substrat de l'oreille, etc. C'était passionnant de voir le substrat de l'oreille, mais aussi le substrat de l'espace. On a vu également comment le son était une forme du langage, on l'a vu tout à l'heure avec la musique et le silence, c'était un exemple absolument passionnant. Là, qu'est-ce que c'est que le langage, que le son comme langage? Eh bien, c'est un son dont l'interprétant, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire ce son? Ça veut dire un autre son. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce son? C'est le son qui interprète le son. Alors ça peut faire bizarre de dire ça, mais en fait, hier, on en a eu la plus belle définition avec Fantasio. Quand il a dit, pour moi, un concert, c'est une situation de laquelle il faut que je me sorte. Donc, quand je fais une chanson, je me sens tellement mal, et c'est comme tout, oui, parce que ça engendre de l'angoisse. L'angoisse, c'est un compteur Gégère à désir. Si je chante, c'est que si je chante, je crève. Une part de moi crève. Voilà, c'est pas la peine de jouer Brel. Bon, mais enfin, une part de moi crève si je le fais pas. Et on crève 10 000 fois par jour, hein, on renaît 10 000 fois par jour, mais bon, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il nous disait hier, Fantasio, mais j'invente une autre chanson pour me sortir de la chanson dans laquelle je suis dans une impasse. Bon, et puis j'en fais une autre, et puis j'en fais une autre. Autrement dit, une chanson interprète une autre chanson. C'est-à-dire qu'une chanson est une voie de sortie pour la chanson qui précède, et puis on en fait une autre, et puis on en fait une autre, jusqu'à ce que l'impasse du concert signe l'achèvement du concert. C'est une impasse, on l'a raté, mais le but, comme disait Beckett, c'est de rater mieux. Voilà, rater toujours plus, mais rater mieux. Et ce qu'il a fait merveilleusement hier, Fantasio, c'est ça le caillou dans la chaussure. Et ça donne des choses absolument magnifiques, dans laquelle je suis
moi je pense qu'il y avait de la mélodie et de l'harmonie à plein tube, sauf que elle était en morceaux. Voilà. Eh bien, je dirais que lui, ce qu'il fait avec des bouts de langage musical, pleinement, hein, voilà, il prend des morceaux de chansons, il prend des morceaux d'harmonie, il prend des morceaux, etc. Les Christophe Caroll, ils le font, mais avec un degré de désintégration encore plus nu, mais c'est pas du tout une échelle de hiérarchie, absolument, tout au contraire. Hein. Pour moi, il y a la même éthique dans leur travail. Eux, c'est au niveau du sonore. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un son? Un bout de raquette, le ping-pong qui tombe, ça peut être du papier alu, mais ça peut être la voix de migrant, ça peut être, etc. Eh bien, avec ça, comment on fait pour essayer de rater le moins dégueulassement possible la rencontre, en sachant que c'est toujours quelque chose de l'ordre du miracle que d'arriver à faire cette rencontre-là, malgré tout. On peut mettre des années à faire une rencontre, et autrement dit, et ce sera ma conclusion, je dirais que dans cette musique, on accueille le moindre des sons, tout comme la psychothérapie institutionnelle accueille la moindre des présences, la moindre des singularités, la moindre des tonalités. Sous une sonorité, il y a une tonalité. Voilà, la sonorité nue, brute, c'est de la connerie. C'est la connerie, parce qu'elle est enrégimentée immédiatement dans ça c'est le son de ça doit être le son de ça, etc. Non, il y a de la fragilité, il y a toujours de la fragilité dans un son. Comment est-ce qu'on arrive à la rendre à tous les sens du terme, et comment est-ce qu'on arrive à la rendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire non pas une faiblesse, mais une fragilité, donc un indice vers de la richesse. Mais une richesse à la seule condition qu'elle se redéploie ailleurs, qu'elle engendre un autre son. Et donc, je dirais que un son représente le sujet pour un autre son. Voilà, le sujet c'est nous, c'est on ne sait pas quoi, mais ça circule. Voilà. Quand on sent que ça circule entre les sons, même si on n'a rien pigé, hein, t'as pigé quoi, toi, rien. Mais bon, j'étais là. Voilà. Là, en contrebande, en sous-jacence, il y a de la subjectivité qui est passée. Voilà. Quand un son avec un autre son et d'autres sons, etc., permet d'instaurer une telle présence et une telle coprésence, là, il peut peut-être y avoir eu une rencontre sur le registre du sonore, à régime sonore. Et le sonore peut avoir été élevé à régime de langage. Voilà. Et le silence, encore plus, on l'a vu tout à l'heure, c'était vraiment très, très vrai. Voilà, donc le lien que j'avais envie de tisser entre mes amis, les Christophe Caroll, mais également ces œuvres de silence que nous avons vues tout à l'heure, l'œuvre absolument extraordinaire de Marguerite Duras, le magnifique don de Fantasio hier, et d'autres. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je sais pas comment, mais merci Pierre, je me suis compte un peu pressé la pépite, mais T'as pressé la pépite. oui, on l'a tout pressé dans le temps. Non, mais je veux dire, voilà, tu as extrait le zeste. C'est condensé, mais riche. Il y a quand même un truc avec lequel je suis pas d'accord. À un moment, tu as dit que c'était pas de la que c'était hors communication, c'était pas de la communication. Si, c'est de la communication, c'est une communication hors connue, une communication qui arrive d'un coup, qui est inattendue. On est d'accord? Oui. Merci. Est-ce que... On part sur du pur ego, quoi. Ah ouais? On est crevé, c'est juste, t'es d'accord avec moi. Est-ce que il y a des questions, des remarques, des choses à se raconter encore et encore? Peut-être que autrement que dans le mouvement du encore et encore, peut-être que là, la mission qui nous incombe pendant les 10 minutes qui restent, c'est de tenter ensemble de clore quelque chose de ce qu'on vient de traverser ensemble. Donc, ça peut être des questions adressées à Pierre par rapport à la matière que tu as apportée. Et merci d'avoir essayé de nous la condenser. Et j'espère qu'on aura d'autres espaces pour continuer de déplier ça ensemble, mais ça peut être aussi des associations que vous faites avec les autres interventions de la journée ou de ces journées, quoi. Voilà. C'est notre mission collective de clore. Je voudrais faire écho au moins
l'intervention de nos amis lyonnaises ce matin, et puis à l'intervention de notre collègue orthophoniste cet après-midi, et puis également à la part sur Marguerite Duras, enfin, et tout ce que c'est venu englober. D'abord, nos amis ont dit, vous savez, on n'a rien fait de révolutionnaire. Ben, je dirais que oui, mais ça, on s'en fout. Parce que c'est précisément, là, on est dans des catégories positivistes. Il faut que ça soit, voilà, il faut qu'il y ait du nouveau. Le nouveau, il faut que ça se voit. Hein, il y a un avant, un après, et puis on peut le mesurer. Non, elles ont essayé de dire plutôt pas quoi de nouveau, mais quoi de neuf. Voilà, et le neuf, c'est l'éthique. Et ce qu'elles et ils ont montré, c'est l'extraordinaire, c'était ce primum non nocere, il faut savoir s'excuser. Comment est-ce qu'on arrive à se mettre dans une position qui accueille à la fois l'angoisse et en même temps, pas le fait de dire « ouais, c'est des salauds, c'est des pourris, c'est à cause des pourris qu'on est là, c'est à cause du néolibéralisme qu'on fait mal notre métier ». C'est la pire des morts pour la psychothérapie institutionnelle. La position qu'elles ont évoquée, mais dont je suis sûr que, évidemment, les gens qui étaient avant et que je connais depuis une éternité ont évoqué aussi, c'est l'embarras. L'embarras, c'est l'angoisse articulée. C'est le point où on fait en sorte que l'angoisse puisse être tressée à travers du langage, à travers du concept, mais, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que le sonore n'est pas qu'un instrument du langage, c'est un langage, le son, par moment, est la seule chose qui permette d'articuler l'angoisse. Et ça, voilà, je tenais à y insister, le sonore comme un visage de l'éthique, c'est possible. C'est pas uniquement un écran sur lequel se reflète l'éthique. Et donc ça, je voulais le mettre en écho avec ce qui a été dit par notre collègue orthophoniste à la fin, quand elle a montré justement que, eh bien, on structurait pas la langue des signes de la même façon que notre façon de dire sujet, verbe, complément. Mais enfin, en disant ça, elle montre bien donc que le sonore pense et qu'il ne pense pas le monde de la même façon, avec la même configuration que la pensée qui part avec la langue ou avec la logique syntaxico-sémantique. Et donc là, le sonore est une des dimensions du sensible qui pense. Le sonore pense, le visible pense, la peinture pense, mais l'architecture, tout ce que vous faites, c'est absolument extraordinaire. Là, il y a un pensée étable qui fait qu'on ne mange pas pareil. Voilà. Et toutes ces dimensions-là, de la même façon qu'il y a un pensée fou, il y a un pensée psychotique qui fait que hier, Gilbert a dit quelque chose de fondamental. Et quand je disais hier, le pensée est un village, dans le village, le fou du village, on ne le foutait pas en quarantaine, on ne le mettait pas dans la non-raison, on ne le mettait pas dehors, on ne le foutait pas en SDF. Voilà, il avait sa place. Et une place dans la production de vérité qui fonde ce que Jean Houry appelait l'archéologialité et l'historialité d'un village, c'est-à-dire d'un savoir. El saber es pueblo. Pueblo, ça veut dire village et peuple. Voilà. Donc ça me semblait important. Le sonore est un langage parce que ça donne une pensée, ça ne traduit pas une pensée qui était là avant. Le sonore ne va pas faire un discours de Théodore Adorno sur la dialectique négative. Bon, non. Là, non. Et pourtant, Adorno et Ligeti, même effroi, je dirais. Bon. Et donc, ça me semblait vraiment quelque chose de l'ordre du matérialisme que vous mettez en place dans ces journées. Vous nous montrez qu'il y a des régimes de pensée qui passent par le sensible autant que par le politique et qui nécessitent des dispositifs qui ne sont pas uniquement des dispositifs originaux, machin, mais qui portent toute votre éthique. Voilà, et c'est l'éthique de votre culture. Ici naît une culture, voilà, dans laquelle on se sent appartenir, même si on n'est pas de Villevra. Voilà. Non, c'est juste qu'un silence, c'est une histoire de temporalité. Il va falloir qu'on s'arrête. L'année dernière, comment on faisait sur la bouffe, c'est toi, Régis, qui avait fait sonner la cloche finale. Et on s'était dit que là, cette année, comme Laurence, elle nous avait fait l'affiche, elle pourrait faire sonner la cloche pour marquer la fin de nos journées et le fait qu'on se retrouve l'année prochaine.